je vous propose un démarrage rapide avec Movie Studio. Version 17 de 2020. C'est un logiciel de montage vidéo. Il est relativement simple d'utilisation et à un prix abordable. Voyez les offres, mais en principe son prix est inférieur à 100 €. Voici l'écran d'accueil de la version 17. La fenêtre qui s'affiche au centre est un écran de bienvenue. Pour s'en débarrasser, on clique sur Fermer. L'écran derrière est ce qu'on appelle le mode super utilisateur. C'est l'écran de base pour une utilisation standard du logiciel. Si vous ne voulez pas que cet écran de bienvenue s'affiche au démarrage, vous pouvez cliquer Toujours démarrer en tant que super utilisateur. Cet écran se réaffiche facilement dans Projet, écran de bienvenue dans la liste déroulante. Si vous voulez faire réafficher cet écran de bienvenue au démarrage, vous pouvez cocher cette option dans les préférences, après avoir activé l'onglet Général. La présentation standard du logiciel en début de création est celle-ci en mode super utilisateur. Ici, vous avez différents onglets pour accéder à certaines fonctions. Chaque fenêtre est dotée d'un petit X que vous pouvez cliquer si vous voulez la faire disparaître. En cliquant en bas à gauche d'une fenêtre, tout en maintenant la touche CTRL appuyée, la touche CTRL en bas à gauche des claviers classiques, celle-ci se libère et vous pouvez la déplacer. Pour la réancrer comme avant, on la déplace vers l'endroit d'ancrage avec la touche CTRL appuyée. En haut à droite, le bus principal, c'est une sorte de potentiomètre qui affiche la hauteur du son émis. Je l'enlève, mais il sera facile de la faire réapparaître. Pour réinitialiser la présentation d'origine, cliquez sur mode super utilisateur de l'écran de démarrage. On peut enlever le démarrage rapide qu'on n'utilise pas. On réobtient donc cette présentation standard. Pour faire réapparaître une fenêtre disparue, choisissez Fenêtre dans le menu Affichage et choisissez la fenêtre dans la liste déroulante. Vous voyez que beaucoup de ces fonctions sont associées à des raccourcis clavier. Ce sont des choses qu'on apprend petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Roma non uno die edificata est. Rome n'a pas été construite en un seul jour. Tout le bas de l'écran va accueillir le film. C'est ce que le constructeur appelle la barre temporelle. Ce sont les pistes du film, avec au centre la vidéo principale, juste en dessous l'audio principal, en dessous la musique s'il y en a une, plus haut l'image dans l'image, picture in picture, si je prononce ces mots à la française, picture in picture avec un effort de prononciation. Pour incruster une petite image dans l'écran, on la positionne sur cette piste et l'on règle les paramètres. Mais ça concerne déjà une utilisation plus sophistiquée du logiciel. Et enfin le texte, toute forme de texte susceptible de s'afficher à l'écran. En haut, au centre, vous avez ce que les professionnels appellent le chutier, c'est-à-dire une sorte de fourre-tout, où vous aurez des fragments de films, des sons, des images, etc. Et à droite, l'écran de visualisation, qui affiche l'image pointée par le curseur. Ici un noir sec puisqu'il n'y a encore rien. Et en dessous les commandes pour lire le film, à partir de la position du curseur. Le principe de base consiste à importer des fichiers, lesquels vont s'installer dans le chutier. Du chutier, vous allez les positionner dans la barre temporelle, et les images vont s'afficher sur l'écran de visualisation. Quand la séquence est prête, vous cliquez en haut de l'écran sur Faire un film, et vous pouvez ainsi transformer votre construction, notamment en MP4. Avant d'utiliser ce programme, il faut que vous ayez déjà des éléments du film à assembler, au moins le début. Certains internautes n'ont pas besoin de ce logiciel car ils se filment eux-mêmes. Ils envoient directement le fichier créé avec leur caméra à leur chaîne YouTube. Mais ils n'ont fait aucun montage. Ici, il s'agit de faire un montage. Donc soit assembler plusieurs séquences de films, soit faire un documentaire en voix off, comme par exemple cette vidéo précisément. La première chose à bien structurer, c'est le disque dur, c'est la mémoire. Je vous conseillerais d'avoir un répertoire général pour tous vos films. Ici, film au pluriel, c'est la racine. Ce répertoire de base contiendra tous vos films à raison d'un répertoire par film. Ici, appelez film 1, film 2, etc. Le mieux, évidemment, est de donner un nom évocateur. Par exemple, pour ce documentaire, j'ai appelé le répertoire Movie Studio, ce qui permet de le retrouver facilement à partir de la racine. Et à l'intérieur de chaque répertoire pour un film, des chapitres qu'on peut appeler chap 01, chap 02, etc. À raison d'un répertoire par chapitre. Car il faudrait éviter de faire un film en un seul fichier.
Il faudrait au contraire le diviser en chapitres, c'est-à-dire de petites séquences allant de quelques secondes à quelques minutes. Bref, il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit populairement. Si vous avez un problème à un moment quelconque, vous ne risquez d'avoir à refaire qu'un fragment, et non la totalité. Pour commencer votre création, choisissez Projet en haut à gauche dans le menu, et Nouveau dans la liste déroulante. On vous affiche une fenêtre de ce genre. Mon conseil est de cocher la case « Gérer les fichiers du projet ». Puis vous indiquez par navigation classique le répertoire de base qui contiendra tous les chapitres. Et vous entrez dans le champ « Nom » le nom du chapitre, dans cet exemple chap 03. Dans ces conditions, le nom du fichier sera le même que le nom du sous-répertoire. Et ce sera également le nom du chapitre. La raison en est que quand vous saisirez le nom du fichier, les mêmes caractères se recopient automatiquement par les systèmes dans le nom du sous-répertoire. Ici chap 03. Répertoire qui sera créé s'il ne l'est pas déjà. Donc, lors d'un nouveau projet, vous créez vous-même dans votre navigateur un nouveau répertoire à l'intérieur du répertoire film, au pluriel. Ici, nouveau projet. Mais vous donnerez un nom plus parlant en rapport avec la vidéo à venir. Puis, sous Movie Studio, après avoir cliqué Projet dans le menu en haut à gauche, puis Nouveau dans la liste déroulante, vous cochez la case Gérer les fichiers dans la fenêtre surgissante. Vous donnez au logiciel par navigation classique via le bouton Parcourir la racine de votre projet, à savoir dans notre exemple le répertoire Nouveau projet, et vous saisirez dans le champ Nom chap 01, qui sera à la fois le nom du premier sous-répertoire et le nom du premier fichier Movie Studio. Après avoir confirmé, le logiciel créera le répertoire chap 01. Si le répertoire existe déjà, ça n'a aucune importance. Mettez des éléments de film dans ce répertoire ainsi créé par le logiciel. Par exemple, vous minimisez la fenêtre sans sortir de Movie Studio. Vous avez donc les mains libres pour mettre des éléments de film dans chap 01. Puis sous Movie Studio, vous importez des fichiers de ce répertoire pour le futur film. Le mieux est d'importer au moins un fichier dans le chutier. Sinon, le film est vide et Movie Studio n'aura créé que le répertoire, mais non le fichier Movie Studio quand vous en serez sorti. Pour avoir les deux, importez au moins un fichier, un média, dans le chutier de Movie Studio. Quand vous sortirez du logiciel, le fichier Movie Studio intitulé chap 01 se trouvera alors dans le répertoire nouvellement créé, nommé également chap 01. Par la suite, la racine du film étant mémorisée dans Movie Studio, vous n'aurez qu'à cocher la case et à donner le nom du chapitre suivant dans la fenêtre Nouveau projet, puis importer au moins un fichier dans le chutier de ce nouveau chapitre, ce qui aura pour effet de créer, c'est-à-dire d'initialiser le nouveau fichier Movie Studio. L'intérêt de procéder ainsi est que le film créé se situera dans le répertoire qui sera nommé Rendu par Movie Studio, et que les éléments de film créés sous Movie Studio se trouveront dans le répertoire nommé Média rendu. Rendu pour le film, Média rendu pour des éléments de film. Si le film doit être corrigé, il suffira de le recompiler et la version précédente dans le répertoire nommé Rendu sera écrasée et remplacée par la nouvelle. Il est donc très facile de corriger ou d'améliorer un chapitre. Donc première chose à faire, importer des médias. La fonction se situe en haut à gauche de l'écran. Vous voyez qu'en stabilisant le curseur sur cette fonction, une indication est affichée. En anglais, ce type de texte s'appelle hint, c'est-à-dire une explication contextuelle. Il en est ainsi quand le curseur survole quelques instants la plupart des logos fonctions du programme, ce qui aide les débutants. À ce sujet, soit dit en passant, il existe également un tutoriel. Il suffit de se laisser guider. C'est une sorte de tour du propriétaire qui aborde divers aspects du logiciel. Voici ce qui est affiché. Importer des fichiers audio et vidéo dans la fenêtre média du projet. Fenêtre média du projet, c'est-à-dire celle que nous avons appelée chutier, le rectangle central de la partie supérieure de l'écran. Les nouveaux fichiers ne sont pas ajoutés à la barre temporelle. Donc là, on vous prévient que ces fichiers ne font pas encore partie du film. Ils n'en feront partie que quand vous les installerez dans la barre temporelle. Par navigation classique, on va dans le répertoire où se trouvent les fichiers. Si c'est le début de votre projet, on prend pour hypothèse que vous avez installé des fichiers dans le répertoire chap 01. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, après quoi vous confirmez par ouvrir. Ouvrir n'est pas tout à fait exact. Il s'agit en réalité d'une sélection à installer dans le chutier de Movie Studio. Mais peu importe, c'est le bouton traditionnel de sortie d'une fenêtre Windows. Les fichiers sont maintenant dans le chutier. Pour en installer un dans la barre temporelle,
Vous pouvez par exemple double-cliquer dessus. Le double-clic correspond à une installation à la suite. En principe, l'installation se fait sur une piste active. On active une piste en la cliquant sur la gauche, ce qui a pour effet de surligner le rectangle initial à gauche. Ici, notamment, aucune piste n'est active, mais le logiciel compréhensif a positionné le clip au bon endroit. Vous voyez qu'ici, le premier clip n'a que l'image, le second a l'image et le son sur 2 pistes. Il est très facile de déplacer les clips sur la barre temporelle. Je vous montre maintenant comment activer les pistes en les cliquant sur la gauche. Si aucune n'est active, le logiciel fait au mieux, comme on l'a vu. Mais dans certains cas, il sera préférable de préciser la piste concernée par une action. Je vous montre la prévisualisation automatique. C'est un bouton qui se trouve éclairé en bleu en ce moment au-dessus du chutier. Quand il est éclairé en bleu, ça veut dire qu'il est actif. C'est un bouton on-off. On peut dire que c'est un commutateur. Si l'on appuie dessus, il s'éteint et il est désactivé. Quand il est actif, cela signifie que quand vous cliquez un élément du chutier, l'élément s'affiche sur l'écran de visualisation. Si c'est une image, elle est affichée. Si c'est un clip ou un son, il est joué. Pour stopper l'exécution du clip, on appuie sur le bouton. Et l'écran de visualisation affiche alors l'image pointée par le curseur sur la barre temporelle. On passe ainsi facilement d'un élément du chutier à la barre temporelle. Cette fonction est utile quand on importe un certain nombre de clips dans le chutier. On prévisualise avec cette fonction, ce qui permet de choisir celui qu'on enverra dans la barre temporelle. Le curseur de la barre temporelle, l'image qui s'affiche dans l'écran de visualisation est celle pointée par le curseur, et ce même si la prévisualisation automatique est active, parce que le curseur est prioritaire. Simplement si elle est active, le clic d'un élément du chutier le fera démarrer. Mais si vous mouvez le curseur, cela donne logiquement la main à la barre temporelle. On peut déplacer la barre temporelle en cliquant sur le minutage. Cela peut s'avérer intéressant pour travailler plus au centre de l'écran. On peut zoomer ou dézoomer la présentation en étirant la barre horizontale au bas de l'écran. Vous trouverez également un petit plus et un petit moins en bas de l'écran pour zoomer ou dézoomer. Donc la présentation est très variable. On peut aussi bien voir les détails qu'avoir une vue d'ensemble. Maintenant, je voudrais vous montrer comment dissocier l'image du son. Les logiciels ont parfois dans une de leurs listes déroulantes la fonction dissocier l'image du son. Mais ici, pour obtenir un tel résultat, il faut faire une petite opération, il faut verrouiller une piste et ne pas verrouiller l'autre. Elles deviennent alors indépendantes. Il faut commencer par cliquer sur la piste image de manière qu'elle seule soit sélectionnée. Vous voyez qu'ici les 2 pistes sont sélectionnées simultanément comme le montre le trait jaune qui entoure les pistes. Si l'on verrouillait maintenant, nous aurions les 2 pistes verrouillées puisque les 2 pistes sont sélectionnées. Or, nous voulons ne verrouiller que la piste image, et ce pour libérer la piste son. Donc seule la piste image doit être entourée du trait jaune qui indique la sélection. Voilà, seule la piste image est entourée du trait jaune. Maintenant, on clique à droite pour faire apparaître le menu contextuel, puis on choisit commutateur et verrouiller. Les 2 pistes sont maintenant indépendantes. On peut notamment ainsi se débarrasser de la piste son. On la sélectionne et l'on appuie sur la touche Suppr des claviers visuels, Suppr pour supprimer. Ensuite on déverrouille la piste restante par la même opération. Comme c'est du on-off, c'est verrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller. Cette opération est parfois nécessaire, soit parce qu'on veut modifier la piste de son, soit parce qu'on veut l'enlever parce qu'elle est vide, ce qui revient à peu près au même. Si la piste est vide, on peut très bien mettre le son sur une autre piste, par exemple la piste du bas dédiée à la musique. Le logiciel affiche musique pour orienter l'utilisateur, mais c'est un simple mot, un simple libellé. On peut utiliser cette piste pour n'importe quel type de son. Donc on peut très bien imaginer une piste vide et en dessous une piste contenant du son. Le résultat sera le même, mais on aura tendance à vouloir supprimer la piste vide qui ne sert à rien. Ce qui explique que supprimer une piste son qui se trouve être collée à une piste image peut se poser. L'intérêt du verrouillage est d'empêcher le déplacement d'un clip sur la barre temporelle. Dans des montages assez compliqués, on positionne les fragments et on les verrouille quand on est certain de leur bonne position. Quand le curseur survole un fragment verrouillé, il reste curseur et ne se transforme plus en main. Le logo main qui indique qu'on peut déplacer le clip. C'est une petite sécurité pour éviter des déplacements intempestifs. Un autre paramètre intéressant dans la liste déroulante est boucle. Autre paramètre booléen, c'est-à-dire binaire, de type on-off, d'où ce nom de commutateur, un peu comme un interrupteur à 2 positions.
Si boucle est coché, cela signifie que le clip boucle sur lui-même. C'est-à-dire que si vous l'étirez sur la droite à partir de la fin, les premières images reviennent comme si le clip était circulaire. Et il en est de même si l'on étire le clip vers la gauche à partir du début. Ce sont à contrario les dernières images qui reviennent. Bref, boucle signifie que le clip tourne en rond. Ça peut être intéressant pour programmer des effets de répétition. En revanche, si boucle est décoché, le clip est alors linéaire, et en cas d'étirement, c'est un arrêt sur image. Si vous l'étirez vers la droite, c'est la dernière image qui est recopiée sans cesse. Et à contrario, c'est la première image qui est recopiée si vous étirez le clip vers la gauche. Si le clip reste tel quel dans sa dimension sur la barre temporelle, ce paramètre booléen est inutilisé. Et ne pas confondre clip et sous-clip. Par clip, on entend un élément du chutier dans la barre temporelle sans modification, et sous-clip un clip du chutier qui a été raccourci dans la barre temporelle. Si vous étirez un élément qui a été raccourci, vous retrouvez les images d'origine. Mais si vous rallongez un clip, les images reviennent en boucle si le paramètre boucle est coché. Il est d'ailleurs coché par défaut, comme on le voit. Sinon, il y a arrêt sur image avec recopie de l'image. Donc c'est au vidéaste à savoir l'effet qu'il veut obtenir. Ici, je décoche ce paramètre. Il en résulte qu'en étirant le clip vers la droite, il y aura un arrêt sur image. Autre fonction, si vous actionnez la molette de la souris en avant, cela provoque un zoom avec le curseur au centre de l'écran. Donc pour voir le détail d'un passage, vous positionnez le curseur quelque part et vous zoomez en tournant la molette en avant. On dézoome évidemment en sens inverse. En appuyant la flèche à droite du clavier, le curseur avance d'une image. Il recule d'une image avec la flèche à gauche. Si vous maintenez la touche CTRL appuyée, ce sera le début du film avec la flèche à gauche et la fin du film avec la flèche à droite. Ce qui provoque un écran de visualisation noire, car le curseur pointe juste après le film. Et après, il n'y a pas d'image, par définition. Je fais revenir le curseur dans le film par flèche à gauche. Et je ramène le curseur dans le clip. Je vous montre maintenant des fonctions fondamentales du logiciel. Elles se situent en bas de l'écran. Pour commencer, le début d'un clip. En cliquant ce logo, le curseur se trouvant sur un clip, vous en définissez le début, ce qui signifie que tout ce qui se trouve avant est supprimé. Le clip devient un sous-clip et commence à la position du curseur. Fonction complémentaire, juste à côté, fin du clip. La partie du clip à partir de la position du curseur disparaît. Donc par ces deux fonctions, vous pouvez préciser le début et la fin d'un clip. Juste après, c'est la coupure. Le clip se scinde en deux parties à partir de la position du curseur. Pour cette fonction, le raccourci à la lettre S, S comme scindé. Et enfin, parmi les fonctions notables, le paramètre booléen d'insertion ou non. Quand il est actif, c'est-à-dire éclairé en bleu, ce paramètre signifie que lorsque vous déplacez un objet sur la barre temporelle, ceux qui se situent après se meuvent également, ce qui permet une insertion dans l'espace créé. Et si vous installez un clip dans la barre temporelle par prise et déplacement avec la souris, le clip est inséré, ce qui déplace d'autant vers la droite tous les autres clips. Sinon, si le bouton est éteint, si le paramètre est inactif, seul le clip mu se déplace. Et en cas d'installation d'un clip dans la barre temporelle entre deux clips dans un espace libre, les clips situés à droite ne se déplacent pas, ils restent en place. Donc il faudrait qu'il y ait assez de place, sinon il y aura chevauchement. Cela dit, en cas d'erreur de manipulation, ce n'est pas très grave, puisque vous avez la fonction undo, défaire, revenir en situation antérieure, sous la forme d'une flèche courbée orientée à gauche qu'on trouve dans le menu en haut de l'écran. Je vous montre un exemple, je positionne le curseur à l'emplacement que je choisis pour le début du clip. Comme toujours, l'affichage d'une indication et un raccourci clavier. En cliquant découper le début, la section commençante du film disparaît. Même principe avec la fonction découper la fin, si ce n'est que cette fois-ci c'est la fin du clip qui est supprimée. Maintenant la fonction coupure, le clip se divise en deux parties. On voit le logo d'une main sur le clip quand on le déplace. Si le clip était verrouillé, le curseur resterait curseur et le clip ne pourrait pas subir de modification. Je vous montre maintenant ce que j'ai appelé insertion et que le logiciel nomme réajustement automatique. Quand vous déplacez un clip, les clips de droite suivent le mouvement.
C'est une fonction essentielle pour faire de la place et insérer des images. On peut déplacer de cette manière plusieurs pistes simultanément. Donc on peut maintenir malgré le déplacement toute une région synchronisée. Je vous montre la fonction undo dont je parlais précédemment. Il est toujours important de pouvoir revenir en arrière. Parmi les fonctions importantes, il y a la visualisation en grandeur nature. Ça affiche l'image plein écran à la position du curseur. En appuyant sur la barre d'espacement du clavier, le film démarre à partir de cette position. Cette barre d'espacement est encore une fonction on-off. En réappuyant dessus, le film s'arrête et le curseur se remet à sa position d'origine. Ça permet donc soit de voir l'image pointée par le curseur en grandeur nature, soit de visualiser le film à partir de cette position, sachant que vous pouvez réitérer l'opération en appuyant sur la barre d'espacement. On sort de cette fenêtre par la touche Escape, c'est-à-dire qu'on retourne au logiciel. La touche Escape qui se trouve en haut à gauche des claviers classiques, sur laquelle est écrit en principe ESC, Escape. Donc fonction très importante de logiciel pour visionner toute ou partie de la séquence en construction. Un peu plus à droite, une fonction qui copie l'image pointée par le curseur dans le presse-papier. Image pointée qu'on appelle instantanée. À partir de cette copie virtuelle, il est facile d'ouvrir un éditeur d'images, par exemple le petit Paint, qui se trouve dans tout ordinateur, et d'y faire copier soit CTRL-V, ce qui aura pour effet de recopier l'instantané que vous pourrez modifier à votre guise. Ensuite, l'image pourra être sauvegardée dans le répertoire contenant le chapitre en cours, puis importée dans le chutier du logiciel. Et juste à côté, un instantané d'un simple clic qui arrive dans le chutier. Le logiciel proposera lui-même un nom d'image numéroté, et si vous avez coché la case « Gérer » comme nous l'avons conseillé, le répertoire média rendu sera automatiquement créé s'il ne l'est pas déjà, et l'image, c'est-à-dire l'instantané, s'y trouvera, ainsi que d'autres si vous réitérez cette opération. Cette fonction est connexe à la précédente en tant que création d'un instantané. Ça peut notamment servir à programmer un arrêt sur image. Vous coupez le clip, vous créez l'instantané et vous l'insérez entre la coupure avec le paramètre booléen d'insertion vu précédemment actif, ce qui aura pour effet de pousser la partie droite du clip pour faire place à l'instantané. À partir de là, il est facile de régler la longueur de cet arrêt sur image qui n'est autre que la longueur de cette insertion par définition variable. Après ce petit tour d'horizon théorique, je reviens à notre barre temporelle d'exemple. J'enlève les deux sous-clips à droite. On les sélectionne et l'on utilise la touche Supr des claviers classiques, puis je réinstalle le clip d'origine sur la barre temporelle. Non pas cette fois-ci par double clic, qui installe le clip à la suite sur la piste active de la barre temporelle, mais par déplacement avec la souris. On sélectionne le clip, on clique à gauche, on laisse le bouton gauche appuyé, et l'on déplace le fragment selon la méthode classique. Maintenant je me débarrasse de la piste son, je verrouille l'image pour la dissocier du son, donc les deux pistes qui étaient liées ne le sont plus, ce qui me permet de supprimer la piste son. Sinon, si les deux pistes restent liées, les deux seraient simultanément supprimées par la touche Supr. Par cette méthode, seule la touche son non verrouillée est supprimée. Vous voyez au passage qu'on a un curseur sur le clip, et ce parce que le clip est verrouillé. Sinon, le curseur est une main qui indique que le clip n'est pas verrouillé et qu'on peut le déplacer. Puis on déverrouille ensuite la piste image. Et l'on décoche le paramètre boucle de manière à avoir un arrêt sur image sur étirement du clip à droite. Maintenant, je vais scinder le clip en deux. Vous pouvez soit utiliser la fonction en bas de l'écran, soit appuyer sur la touche S comme scinder. Voilà qui est fait. Le curseur pointe la première image du sous-clip de droite. Nous allons créer un instantané de cette image. Le système numérote lui-même l'image, et l'installera dans le répertoire média rendu. Puis cette même image sera automatiquement importée dans le chutier. C'est le logiciel qui s'en charge. On active le paramètre d'insertion en bas de l'écran, et l'on va insérer l'image à l'emplacement de la coupure, ce qui va pousser à droite le clip de droite. Dans ce cas, c'est un arrêt sur image, mais ce principe est valide pour tout type d'insertion. Zoom avec la molette, étirement de l'image en mode insertion, ce qui fait que le clip de droite suit le mouvement. Si j'enlève le paramètre d'insertion au bas de l'écran, le clip de droite ne bouge plus. Il faut donc sans cesse jouer avec ce paramètre booléen et savoir s'il s'agit d'une insertion ou non. En général, on insère pour faire de la place, et au moment des raccords, on zoome à l'image près,
On éteint ce paramètre de manière que seul le clip étiré bouge. Un tour de magie de ce logiciel, c'est que lorsque vous faites jouer la séquence en cliquant le logo lecture sous l'écran de visualisation, petit logo blanc qui représente une flèche ou un triangle orienté à droite, lecture qui démarre logiquement à partir de la position courante du curseur. Toutes les opérations de mise à jour dans la barre temporelle sont possibles. Vous pouvez zoomer, dézoomer, tirer les extrémités des clichés pour les allonger ou les réduire, c'est-à-dire modifier les événements du film en temps réel pendant que le curseur se déplace vers la droite. Arrêt de la lecture. On clique sur le carré blanc sous l'écran de visualisation. Maintenant, je vous montre les régions de boucle. Quand vous double-cliquez à gauche sur un élément de la barre temporelle, vous créez ce que le constructeur a appelé une région de boucle. Un simple clic à gauche sélectionne le clip, ce qui est confirmé par le trait jaune qui l'entoure. Dans ces conditions, le menu contextuel sur clic droit concernera cette sélection. Mais un double clic à gauche crée une région de boucle. La longueur de cette région correspond à la longueur de l'élément double-cliqué. Au-dessus de la bande de minutage, on voit les petits curseurs jaunes qui indiquent le début et la fin de cette région de boucle. On peut définir autrement une région de boucle en mouvant le curseur sur la bande au-dessus du minutage en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Quand vous survolez cette petite bande horizontale au-dessus du minutage, le curseur se transforme en une double flèche à gauche et à droite. C'est le signe que vous pouvez définir une région de boucle avec la souris bouton gauche maintenu appuyé. Cette région de boucle peut être modifiée par mouvement des délimiteurs jaunes. Ce type de zone a deux utilités. Premièrement, lire en boucle cette région. Pour ce faire, on fait apparaître le menu contextuel en faisant pointer le curseur sur le trait juste au-dessus du minutage et en cliquant à droite. Puis on coche l'item « Lecture en boucle » de la liste déroulante. Le trait au-dessus du minutage de la région de boucle devient bleu foncé. Pour que la lecture en boucle dans cette zone se fasse, il faut positionner le curseur à l'intérieur de cette région, ou avant, puis lancer la lecture en cliquant le triangle blanc sous l'écran de visualisation. Dans ces conditions, le curseur se trouve piégé dans cette zone et retourne au début quand il arrive à la fin. On stoppe la lecture. La zone est modifiable à volonté. Et les opérations sur la barre temporelle restent possibles pendant l'exécution. Arrêt de la lecture. On décoche le paramètre lecture en boucle. La région de boucle existe toujours mais n'est plus utilisable pour une lecture en boucle comme précédemment. L'autre utilisation de ce type de région est la compilation partielle. Il est possible de ne compiler que la région de boucle. Le film MP4 créé peut ne contenir que cette zone. Pour ce faire, il faut cocher la case « Effectuer le rendu de la zone de boucle » uniquement. Cette possibilité peut s'avérer intéressante, soit parce que vous avez réalisé plusieurs versions du même chapitre sur la barre temporelle, vous en sélectionnez une avant la compilation, soit parce que votre chapitre contient plusieurs séquences que vous allez numéroter A, B, C, encore qu'il faudrait éviter d'alourdir trop le logiciel. Il est toujours préférable de créer un nouveau chapitre plutôt que de faire des séquences trop longues. Le programme ainsi soulagé tournera d'autant plus vite. Soit encore parce que vous voulez simplifier une zone complexe. Vous créez le sous-MP4 de cette manière, puis vous remplacez la zone en question par la séquence compilée. Bref, il peut y avoir différents motifs à une compilation partielle. Si vous n'utilisez pas cette région de boucle, la position des délimiteurs jaunes n'a aucune importance. En cliquant n'importe où sur la barre temporelle, la zone surlignée bleue disparaît. Les délimiteurs jaunes restent en place mais ils sont inutilisés. En double-cliquant la ligne horizontale au-dessus du minutage, la région de boucle correspond à tout le film. En sortant du logiciel et en y réentrant, cette zone est réinitialisée. Les deux délimiteurs jaunes sont superposés au début de la barre temporelle. Après utilisation, vous pouvez les remettre au début à la main si vous le voulez. Sinon, leur position est sans importance si vous ne les utilisez pas. Pendant la création de ce tutoriel, la version 18 est sortie en août 2020. Son nom a changé, Vegas Pro 18, mais c'est sensiblement le même programme. On reconnaît la présentation générale. Ils ont apparemment supprimé l'écran de bienvenue, c'est un choix du constructeur. Et les pistes de base ont disparu, la barre temporelle est vide. Les pistes vont apparaître au cas par cas.
Le menu va se présenter légèrement différemment, mais globalement les fonctions seront les mêmes. Attention au prix et regardez les offres. Si vous trouvez une ancienne version de Movie Studio, par exemple Movie Studio 16, elle est déjà très bien. Et le prix sera raisonnable pour des fonctionnalités approchantes. Donc il n'est pas nécessaire de sombrer dans le snobisme de la dernière version. Les anciennes restent souvent efficaces. Encore faut-il les trouver, le constructeur ne les vend pas forcément. Je reviens à la version 17 pour le moment. Je voudrais vous montrer les marqueurs. M comme marqueur ou M comme mémoire. On appuie sur la lettre M et cela crée un marqueur à la position du curseur. On peut y inscrire un libellé dans la zone blanche horizontale. C'est une petite zone de texte pour y inscrire une explication, par exemple la signification du marqueur ou de la pellicule à cet endroit. Si vous voulez ne rien noter, vous appuyez simplement sur la touche Entrée, et le marqueur n'a pas de texte associé. J'en crée un deuxième sur le clip de gauche. L'intérêt de ces marqueurs est de mémoriser l'emplacement d'une image précise, ce qui peut être très utile pour des raccords futurs. Le curseur saute directement à l'emplacement du marqueur par simple clic sur le marqueur, ce qui permet par exemple de comparer deux images distantes. L'utilisation de ces fonctionnalités est très variable. En tout cas, le marqueur est utile si vous voulez mémoriser un endroit. Ils disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Le menu contextuel des marqueurs propose évidemment supprimer. Il est donc facile de se débarrasser des marqueurs après utilisation. Autre fonctionnalité appréciable du logiciel, quand vous déplacez un clip de la barre temporelle, vous avez au-dessus du minutage une indication de décalage affichée dans un petit rectangle. C'est d'abord un nombre d'images. Ici, dans ce fichier exemple, on est en 24 images par seconde, donc le maximum est 23. On va de 0 à 23. Après, c'est 1 pour une seconde. Donc le premier chiffre est un nombre de secondes, et ensuite c'est un nombre d'images. Pour une demi-seconde, par exemple, on crée un décalage de 12 ou 13 images, ou d'une dizaine d'images à peu près. Très souvent, l'approximation suffit. Si l'on est en 30 images par seconde, ce sera 15 ou 16. Si l'on est en 15 images par seconde, ce qui peut être le cas pour des captures écran, ce sera 7 ou 8. Donc les clips se déplacent de façon très précise. On zoome avec la molette de la souris pour que le décalage se fasse à l'image près. Je vous montre maintenant ce qu'on appelle fondu enchaîné. C'est un paramètre qui se trouve en bas de l'écran. C'est encore une fois un commutateur de type on-off. Quand il est actif, c'est-à-dire surligné en bleu, cela signifie que les portions d'images superposées passent visuellement graduellement de l'une à l'autre. L'indication explique fondus enchaînés automatiques, créer automatiquement des fondus enchaînés en superposant deux événements. Donc on passe ainsi graduellement d'une image à une autre. Pour ce faire, on superpose la fin et le début d'un clip. Donc on force la superposition de deux clips, et le logiciel affiche le temps de superposition. Ici 3 secondes et 22 images. Donc presque 4 secondes. Ce sera un fondu enchaîné assez lent. En général, on peut se contenter d'une seconde ou deux. Si l'on supprime ce paramètre, les clips vont se superposer sans fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'on passera directement d'une image à l'autre. En principe, on évite ce genre de superposition. On préfère raccorder à l'image près. On utilise le zoom de la molette pour y voir plus clair. Je remets le paramètre, je zoome, et je programme le fondu enchaîné. Dans l'écran de visualisation, ça peut sautiller un peu, d'autant qu'on meute ici le curseur assez vite, donc il est difficile d'avoir un rendu parfait dans ces conditions. Même si l'on regarde la scène en vitesse normale, mais à la compilation, on aura un doux passage d'une image à l'autre. Ici, je vous montre le résultat réel. Le fondu enchaîné dure 1,07. C'est ce qui était affiché dans l'écran précédent, c'est-à-dire 1 seconde et 7 images. Comme on est en 24 images par seconde, cela fait 1 seconde et un tiers de seconde à peu près. Disons un peu plus d'1 seconde. Ici, j'ai dupliqué le clip, et j'ai inversé l'ordre des images du second clip. J'ai donc un fondu enchaîné dans un sens et un fondu enchaîné dans l'autre. Et ensuite j'ai dupliqué ce couple de clips sur la barre temporelle, de manière que la scène se joue plusieurs fois. Quand vous cliquez à droite un clip, vous faites apparaître le menu contextuel, lequel contient la fonction inversée. L'ordre des images du clip est alors inversé. Donc ne vous fiez pas forcément à l'écran de visualisation, c'est souvent une approximation de la scène, mais lors de la création du film, ce sera parfait.
Autre caractéristique intéressante de Movie Studio, il est possible d'ouvrir plusieurs sessions, c'est-à-dire plusieurs films ou plusieurs chapitres simultanément, et de faire des copier-coller allant de la barre temporelle de l'un à celle de l'autre. Donc, dans le passage d'un chapitre suivant, vous créez le fichier suivant comme montré précédemment, fichier, nouveau, case, gérer, cocher, etc. Puis vous ouvrez par navigation classique le chapitre précédent. Vous ne l'ouvrez pas depuis Movie Studio, mais par l'explorateur de fichiers de Windows. Car si vous l'ouvrez à l'intérieur de Movie Studio, vous changez de fichier. Ici, pour ouvrir une autre session, il faut ouvrir un autre chapitre via l'explorateur de fichiers. Dans ces conditions, vous aurez 2 sessions de Movie Studio. Notamment, par exemple, 2 chapitres ouverts, un chapitre en train de se terminer, et l'initialisation du chapitre suivant. Pour raccorder correctement le chapitre suivant, on fait un copier-coller de la dernière image du chapitre précédent dans le chapitre suivant. Bien que cela se passe de barre temporelle à barre temporelle, le chutier de la session qui procède à la copie est mis à jour. Ce nouveau chapitre est alors initialisé car il contient au moins un élément. Donc il existera bien dans le répertoire correspondant à ce chapitre. On peut alors revenir à l'ancien chapitre pour le terminer, et notamment le compiler, c'est-à-dire créer le MP4. Un conseil concernant la fin de vos chapitres: faites en sorte que l'image dépasse le son, c'est-à-dire rajoutez quelques images au-delà de la fin du son, une dizaine d'images l'équivalent d'une demi-seconde. Vous voyez ici un chapitre du présent documentaire. Le rectangle dessus est une image dans l'image. C'est une simple image pédagogique créée sous Paint. Sa taille est sans importance puisqu'elle s'incruste dans l'image. Il suffit de l'installer dans la piste réservée à cet effet et de régler les paramètres. La piste Picture-in-Picture, la deuxième dans la présentation standard. Vous reconnaissez la série des fondus enchaînés que j'avais présentée. Mais le point sur lequel je voulais insister est de faire dépasser l'image par rapport au son. Cela évite une image noire à la fin du chapitre. En effet, si vous cherchez à égaliser les pistes, le son risque de dépasser l'image sans que ça se voie. On vous affiche une égalité parfaite, mais le son risque d'être un peu plus long que l'image. Comme le logiciel n'a pas d'image en regard, il termine le chapitre par une image noire, ce qui peut même ne pas se voir quand on ne visionne que le chapitre. Au moment de la création du film complet, qui consiste en la concaténation généralisée de tous les chapitres, vous risquez d'avoir une image noire entre 2 chapitres, ce qui est à peine perceptible en 24 images par seconde. Mais on peut parfois s'en apercevoir. Donc pour pallier cette difficulté, il suffit de rajouter quelques images au-delà du son à la fin de chaque chapitre. L'équivalent d'une demi-seconde, c'est très bien. Si vous décalez le début du son d'une demi-seconde au chapitre suivant, cela vous assure une seconde de silence entre chaque chapitre, ce qui est toujours appréciable dans un documentaire. Précisons qu'on peut enregistrer le son sous Movie Studio, notamment la voix off. Pour ce faire, vous cliquez à gauche les 3 petits traits à gauche de la piste audio qui symbolisent une liste et qui provoquent le déroulement du menu contextuel. Vous cliquez l'item prêt à enregistrer. C'est encore une fois une indication on-off, ce qui a pour effet de dégriser le logo micro au bas de l'écran. Il suffit alors de cliquer ce logo micro pour commencer l'enregistrement. Le son s'installera petit à petit sur la piste audio. Mais les voix off s'enregistrent surtout avec le logiciel gratuit Audacity. Cela dit, si vous préférez enregistrer sous Movie Studio, c'est toujours possible. La présentation de Vegas Pro 18 est légèrement différente. Quand on fait Fichier, Nouveau, on obtient cette fenêtre. La création du film se fait par rendre en tant que. Avec les nouvelles versions, il y a toujours un temps d'adaptation, mais le gros des fonctionnalités reste à peu près le même. Quand vous cliquez à droite un clip, vous obtenez un très grand menu contextuel. Citons par exemple Effet média, qui permet d'opérer différents trucages de l'image. Ce qui termine cette présentation, qui n'a eu pour vocation que de donner une vue d'ensemble.